5 personnes ont été tuées dans l'attaque perpétrée mardi soir par un commando des islamistes radicaux Shebab contre un hôtel du centre de Mogadiscio. C'est ce qu'a indiqué mercredi la police somalienne. Les autorités tunisiennes ont commencé à distribuer mardi un guide destiné à chaque détenu et gardien de prison du pays. Ce guide est accompagné d'un manuel du droit pénitentiaire. Après 6 mois de voyage à l'étranger, l'ex-chef de la rébellion ivoirienne Guillaume Soro sera de retour en Côte d'Ivoire le 22 novembre pour lancer sa campagne présidentielle. C'est ce qu'a annoncé mercredi un de ses proches. Ainsi se présente le sommaire de ce journal. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue. Après 6 mois de voyage à l'étranger, l'ex-chef de la rébellion ivoirienne Guillaume Soro sera de retour en Côte d'Ivoire le 22 décembre pour lancer sa campagne électorale pour la présidentielle de 2020. A annoncé mercredi un de ses proches. Il a annoncé en effet déjà le mois d'octobre dernier sa candidature à la présidentielle d'octobre 2020 lors d'une rencontre avec des partisans en Espagne, puis l'a confirmé dans une interview quelques jours plus tard. Il avait alors annoncé son retour imminent en Côte d'Ivoire. Il avait rompu les ponts en début d'année avec le président Alassane Ouattara et la coalition au pouvoir, le Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix, RHDP, faut-il le rappeler. Guillaume Soro était alors président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. 5 personnes ont été tuées, 3 civils blessés, dont 2 membres des forces de sécurité dans l'attaque perpétrée mardi soir par un commando des islamistes radicaux Shebab contre un hôtel du centre de Mogadiscio. C'est une annonce faite mercredi par la police somalienne. L'attaque a débuté aux alentours de 19h, soit 16h GMT. Selon plusieurs témoins interrogés par l'AFP, les assaillants étaient vêtus d'uniformes de police, ce qui leur a permis d'approcher de l'hôtel sans éveiller les soupçons. Ils ont alors ouvert le feu et fait usage de grenades, déclenchant la riposte armée des forces de sécurité affectées au barrage routier, menant à la présidence somalienne voisine. Après plusieurs heures de siège, la police somalienne est parvenue à neutraliser les 2 derniers membres des Shebab retranchés à l'intérieur de l'hôtel Sil, régulièrement fréquenté par des dignitaires et déjà pris pour cible par les Shebab. Contrairement à un mode opératoire éprouvé, les Shebab n'ont pas fait usage d'un véhicule piégé pour débuter leur attaque et tenter ainsi d'ouvrir une brèche dans le mur d'enceinte du bâtiment visé, a révélé un responsable policier. Il a ajouté que les unités de police impliquées dans l'opération avaient tiré profit des portes de service et de secours de l'hôtel pour sortir et sécuriser un grand nombre de clients de l'hôtel qui étaient presque complets au moment des faits. Peu après l'entrée en action de leur commando, les Shebab avaient revendiqué l'attaque dans un communiqué, comme à leur habitude. Ils affirmaient avoir mené une opération qui s'est déroulée comme planifié, sans toutefois donner de précision. On parle toujours attaque pour dire que des hommes armés ont attaqué mardi une position de l'armée nigérienne dans la zone d'Inat, dans l'ouest, près de la frontière avec le Mali. C'est ce qu'a indiqué à l'agence France Presse une source sécuritaire. C'est une position de notre armée dans la zone d'Inates qui a été attaquée. Les assaillants venus par dizaines et par petits groupes à moto ont attaqué le camp qu'ils ont encerclé aux environs de 19h25 local, a expliqué une source sécuritaire à l'AFP. Elle n'a pas pu fournir de bilan dans l'immédiat. L'attaque a été repoussée et la situation est actuellement sous contrôle. Des renforts ont été envoyés sur place, a-t-elle cependant assuré. Le 1er juillet 2019, 18 soldats nigériens ont été tués et 4 portés disparus lors de l'attaque de ce même poste militaire avancé d'Inates, revendiqué par le groupe État islamique. Auparavant, c'est dans cette même zone que 18 combattants de l'organisation État islamique dans le Grand Sahara avaient été tués lors d'une opération conjointe des forces armées nigériennes, françaises et américaines menée du 8 au 18 juin. Le 14 mai, une embuscade de l'EIGS avait coûté la vie à 28 soldats nigériens dans une zone voisine. L'attaque de ce mardi est la 2e en 2 jours contre des positions de l'armée nigérienne.
Lundi, 3 militaires nigériens et 14 terroristes ont été tués dans une attaque contre un camp de l'armée dans la zone de Taoua à l'ouest, voisine de Tillabéri et proche du Mali, a indiqué ce mardi soir le ministère nigérien de la Défense. Pays très pauvre, le Niger, comme ses voisins sahéliens, fait face à des attaques récurrentes des groupes djihadistes dans l'ouest. Le Niger est aussi confronté aux raids du groupe islamiste nigérien Boko Haram dans le sud-est. Le chef du bureau de la MINUSMA à Kidal a été démis de ses fonctions et déclaré persona non grata par Bamako. Cela fait suite à des propos polémiques qu'il a tenus sur la ville de Kidal début décembre. De nationalité française, Christophe Sivignon avait déjà été relevé de ses fonctions de chef du bureau de la MINUSMA à Kidal par sa hiérarchie avant la décision du Mali de le déclarer persona non grata. Il lui est reproché d'avoir dit pendant le 4e congrès du Mouvement national de libération de l'Azawad, qui s'est tenu à Kidal, qu'il souhaitait la bienvenue aux délégations maliennes et étrangères. Le gouvernement malien n'a pas du tout apprécié de tels propos, les Maliens non plus. Le diplomate onusien a désormais 24 heures pour quitter le territoire national. Il était ce mardi dans un avion en partance de Kidal vers Bamako lorsque le ministre malien des Affaires étrangères a fait sa déclaration officielle. Le gouvernement du Mali reste engagé avec les Nations Unies et toute la communauté internationale dans l'œuvre importante de rétablissement de l'intégrité du territoire et de l'unité nationale du Mali. Dans un communiqué, la MINUSMA a pris acte de la déclaration du gouvernement malien, mais elle regrette l'interprétation faite des propos de son chef de bureau à Kidal. Lundi dernier, j'étais ici au ministère des Affaires étrangères. Nous avons discuté suffisamment avec le ministère. Depuis que le ministre est arrivé, nous en avons discuté. Pour moi, il y a un incident qui est arrivé. De mon côté, la décision a été prise pour mettre fin à cet incident. Et au moment où je suis ici au ministère, tout ce que je peux vous dire, c'est que pour moi, cette affaire est déjà derrière nous. La MINUSMA précise qu'aucun doute ne doit subsister sur l'engagement ferme de la mission onusienne à respecter et préserver l'unité du Mali et son intégrité territoriale. Les autorités tunisiennes ont commencé à distribuer ce mardi un guide destiné à chaque détenu et gardien de prison du pays, détaillant de façon simplifiée les droits et devoirs en incarcération afin de diffuser la culture des droits de l'homme dans les prisons. Ce guide est accompagné d'un manuel du droit pénitentiaire plus technique qui sera distribué aux professionnels concernés. Il vise également à diffuser la culture des droits de l'homme en prison. Reportage. 10 ans après la révolution qui a mis fin à un régime policier dans lequel la torture et l'arbitraire étaient répandus, les projets de réforme de la justice peinent à aboutir. Le code de procédure pénale et le code pénal sont en train d'être amendés. Ces 12 derniers mois, la direction pénitentiaire et l'organisme chargé de la contrôler, l'instance indépendante pour la prévention de la torture ont travaillé ensemble pour rédiger les règles découlant des tests existants. Le premier tirage comprend 40 000 guides, a indiqué le ministre de la Justice Karim Jamoussi, estimant à environ 20 000 en moyenne le nombre de personnes incarcérées simultanément et à 7 000 le nombre de gardiens. Le livret a commencé à être distribué ce mardi à des prisonniers, a constaté l'AFP dans le principal centre de détention du pays à Monaguia, près de Tunis, où avait été incarcéré cet été le candidat à la présidentielle Nabil Karoui. Tous les détenus et gardiens devraient l'avoir reçu d'ici fin mars 2020. Ces ouvrages lancés avec le soutien du Conseil de l'Europe et de l'ancien directeur de l'Observatoire international des prisons, Patrick Marest, ont nécessité de rassembler la multitude de tests administratifs encadrant les prisons. Outre une loi très générale votée en 2001 sous le régime de Zine El Abidine Ben Ali, l'administration suit en effet des dizaines de directives, décrets et ordres internes, ce qui favorise un arbitraire contre-productif, ont souligné les rédacteurs. De nombreux délits mineurs, comme les chèques en bois et la consommation de cannabis, restent passibles de prison ferme en Tunisie.
Des milliers d'étudiants ont manifesté à Alger contre l'élection présidentielle. C'était lors du dernier mardi avant le scrutin prévu pour jeudi, un scrutin massivement rejeté par la rue algérienne. Reportage. Plusieurs milliers d'étudiants ont manifesté comme chaque mardi à Alger contre la présidentielle du 12 décembre en Algérie, le dernier avant ce scrutin massivement rejeté par la contestation algérienne. Le cortège a parcouru les principales artères du centre-ville pour rejoindre la Grande Poste, bâtiment emblématique du cœur d'Alger et lieu de ralliement traditionnel du Hirak, mouvement populaire de contestation du régime qui agite l'Algérie depuis le 22 février. Normalement, avec les normes de démocratie connues à travers le monde, ces élections doivent être annulées parce qu'on est arrivé à un seuil d'illégitimité incroyable. Mais comme le système veut passer en force, on veut désigner un président et non pas l'élire, ils vont aller en force et nous, on restera toujours en force, Inch'Allah, sur le terrain. On est sorti aujourd'hui pour dénoncer ces élections, pour dire non à ces élections, pour demander, réclamer et revendiquer la démocratie. Vu que la majorité des Algériens refusent ce vote, on demande d'appliquer la démocratie et d'écouter la majorité. Après avoir obtenu en avril la démission d'Abdelaziz Bouteflika, président depuis 20 ans, le Hirak réclame des institutions de transition pour réformer le régime et refuse que l'actuel pouvoir organise un scrutin pour élire un successeur à Bouteflika, estimant qu'il veut ainsi se régénérer. Au milieu d'un fort déploiement policier, ils ont également réclamé un état civil et pas militaire, message au haut commandement de l'armée, pilier du régime incarné par le général Ahmed Kaïd Salah, qui assume ouvertement la réalité du pouvoir depuis le départ de Bouteflika. La foule a également dit bravo et merci aux Algériens de l'étranger qui ont massivement boudé le scrutin présidentiel ouvert depuis samedi dans les représentations consulaires algériennes. Les bureaux de vote à l'étranger restent quasi vides et les rares votants essuient les insultes et colibés d'opposants au scrutin, rassemblés devant plusieurs d'entre eux en France et dans d'autres pays du monde. Les Guinéens, quant à eux, ont à nouveau manifesté en masse ce mardi à Conakry et en province contre un éventuel troisième mandat du président Alpha Condé. À Conakry, les manifestants ont parcouru la douzaine de kilomètres qui séparent le rond-point de la tannerie de l'esplanade du stade du 28 septembre dans une ambiance bon enfant. À l'appel du Front national de défense de la Constitution qui regroupe l'essentiel de la société civile et l'opposition politique, une foule compacte a envahi les rues de la capitale Conakry ce mardi. Les manifestants, chiffrés à 1 million selon un responsable de l'opposition, ont marché du rond-point de la tannerie à l'esplanade du stade du 28 septembre dans une ambiance bon enfant avant de se disperser sans incident. Des témoins ont également rapporté la mobilisation de milliers de personnes dans les villes de Mamou et d'Alaba, situées au centre, et Labé, située au nord. Le Front national de défense de la Constitution achève ainsi son 6e appel à manifester depuis le début du mouvement il y a 2 mois. Mais c'est la première fois que marchent les leaders de la société civile depuis leur libération. Cependant, plusieurs militants restent incarcérés, notamment le coordinateur du Front et plusieurs autres personnes dont le verdict du procès est attendu pour le 19 décembre prochain. Aujourd'hui, nos pensées vont vers nos morts, vers nos amis qui sont devant les tribunaux, a déclaré à Conakry le coordinateur national du Front, Abdourahmane Sano, lui-même sorti récemment de prison en attendant une décision en appel, après avoir été condamné à de la prison ferme en première instance. À 81 ans, le président Alpha Condé, ancien opposant historique, qui fut le premier président démocratiquement élu, entretient le flou sur ses intentions de briguer un 3e mandat. Mais il a lancé en septembre des consultations sur la Constitution qui limitent à 2 le nombre de mandats présidentiels. Ainsi se referme ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Très bonne journée en compagnie du programme des SICA.